Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du cabinet As Avocat. Aujourd'hui, je suis avec Gaël Mahé, qui est avocat expert dans les problématiques data au cabinet As Avocat. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet important, qui est la protection des mineurs sur Internet. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors pour commencer cette petite interview, on va se faire un vrai ou faux. Mmh. Évidemment, si la réponse est plus complexe que seulement au vrai ou faux, tu pourras le préciser et étayer un petit peu ton propos suite aux questions, même si on reviendra à chaque fois sur toutes ces Mmh. thématiques. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Alors, première question. Un mineur de 13 ans peut créer librement un compte sur un réseau social. Vrai en pratique. Les parents peuvent être poursuivis pour un contenu posté par leur enfant. Bah, techniquement, les parents sont responsables de leur enfant et sont responsables de leurs actions. Donc à partir du moment où, l'enfant, on va dire le mineur, effectue quelque chose qui est répréhensible, par la loi, il est, en tant que titulaire de l'autorité parentale, ils sont de fait, responsables de leurs agissements. Donc plutôt vrai. Plutôt vrai. Une photo postée sur Internet appartient automatiquement à la plateforme. Ça dépend. Ça dépend, il y a les différentes plateformes ont certaines politiques, là, surtout en plus avec le développement des IA, il y a pas mal, de questions concernant la propriété des contenus générés, ce qui inclut, notamment des images et ce qui inclut aussi les contenus donnés aux différentes plateformes, hein, type, ChatGPT, ou autres. Donc on se pose énormément de questions, ça va dépendre réellement des conditions générales des plateformes. Un enfant peut demander la suppression d'une vidéo où il apparaît, même si ses parents l'ont publiée. Vrai, notamment au titre de l'article 17 du RGPD. Ils peuvent exercer leur droit à l'effacement sur toutes leurs données, personnelles et sur toutes les données recueillies par les différentes plateformes lorsque la personne concernée était mineure, il y a un effacement automatique. Les plateformes sont obligées de vérifier l'âge des utilisateurs. Ça dépend. Le consentement d'un enfant suffit pour qu'une appli collecte ses données. Faux. Ça dépend en réalité de 2 définitions. C'est un, qu'est-ce que tu entends par enfant? Et de 2, qu'est-ce que tu entends par, consentement? Est-ce qu'on parle d'un consentement d'un enfant de moins de 15 ans? Est-ce qu'on parle d'un enfant de plus de 15 ans? Donc entre 15 et 18 ans? Et 3, est-ce qu'on parle uniquement de son consentement ou est-ce qu'on parle aussi du consentement cumulé de lui et de son tuteur légal? Et dernier vrai faux, les IA génératives comme ChatGPT ne peuvent pas traiter les données de mineurs. Défini données de mineur. Par exemple, si je suis un mineur et que je fais une requête à ChatGPT, disant, par exemple, quelle heure il est au Canada? Est-ce que c'est des données de mineur? C'est un mineur C'est qui un fait la mineur qui a demande. fait c'est un mineur qui fait la demande. ChatGPT traite ces données, traite le prompt et traite les données qui sont, donc in fine, traite les données qui sont rentrées, dans l'intelligence artificielle. Pour autant, ce ne sont pas des données de mineurs au sens du RGPD, ce ne sont pas de données personnelles. Et de la même manière, un majeur peut dire sur ChatGPT, «Ma fille, Julia a de la fièvre, mal aux dents et arrête pas de somnoler, est-ce grave?» Là, pour autant, il y a des données, de mineurs qui sont traitées et c'est un majeur qui a fait la requête. Donc la question c'est, est-ce que ChatGPT peut traiter des données de mineurs? Oui, totalement. Alors, on va repartir un peu du début. Déjà, donc quand on parle du droit des mineurs sur Internet, Mmh. de quoi est-ce qu'on parle exactement? Est-ce que c'est un nouveau droit ou simplement l'application du droit du numérique? Bah, en fait, c'est juste l'application du droit du numérique, à une niche qui est, les mineurs. Les mineurs étant des personnes un peu plus vulnérables, qui nécessitent une protection particulière, notamment, en ligne. Il y a, un renforcement de certains droits, envers les mineurs et donc c'est juste l'application pure et simple du droit du numérique. Donc j'ai donné, quelques exemples, un petit peu, en amont, notamment concernant le droit à l'effacement sur les plateformes, la question du double consentement. Certaines restrictions liées à la diffusion de contenu, aux mineurs, mais ça, c'est juste l'application du droit du numérique, pour protéger les mineurs plus particulièrement. C'est pas un nouveau droit, c'est juste une application pure du droit du numérique. Et pourquoi ce sujet devient aussi central aujourd'hui? Alors, ça, c'est une question, une très bonne question qui impose une réponse, complexe et qui est une réponse qui n'est pas, forcément, juridique parce que pour le coup, le droit ne fait que répondre en réalité à des problématiques qui sont des problématiques, à la fois politiques, à la fois sociales, à la fois sociétales et à la fois technologiques. Donc on est vraiment de manière, très transverse et le droit ne fait que essayer de répondre à ces différentes problématiques. Il y a dans un premier temps la problématique technologique. La problématique technologique, c'est qu'il y a une diffusion qui est beaucoup plus grande des objets technologiques qui permettent d'accéder à certains contenus. Je pensais par exemple,
la popularisation plus grande de la diffusion des smartphones à un âge de plus en plus jeune. Pour prendre mon exemple, moi, le premier téléphone que j'ai eu, c'était un téléphone à clapet quand j'avais 16 ans. Donc maintenant, on a des mineurs, parfois au primaire, qui ont des smartphones, avec accès à Internet. Avec accès Internet. Donc si on suit notamment toutes les recommandations qui commencent d'ailleurs à se développer, des recommandations de la part de pédopsychiatres, de la part de politiques, de la part de scientifiques, on se rend compte qu'on a une évolution qui est une évolution et un impact beaucoup plus grand chez les mineurs des produits technologiques et des différentes applications qui sont mises à leur disposition. Je vais prendre par exemple l'exemple de Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, c'est un grand spécialiste de la petite enfance qui nous dit que pas d'écran avant 3 ans, de 3 à 6 ans, une introduction progressive des écrans avec des commentaires très limités et avec assistance des parents pour commenter tout ce qui se passe. À partir de 6 ans, une introduction plus autonome des écrans. À partir de 9 ans, une introduction peut-être des smartphones, mais bridée. Et à partir de 12 ans, une introduction à Internet. Vraiment, Internet libre. Donc là, on est vraiment sur une introduction très progressive et là, on se rend compte qu'il y a des enfants, parfois au primaire, parfois même à la maternelle, qui ont accès à des contenus qui sont totalement non adaptés à leur âge. Donc ça, c'est la problématique Technologique. technologique, sociale aussi, sociale, parce qu'il y a des parents qui permettent par négligence ou par nécessité, qui permettent l'accès à ce type de contenu. Par exemple, pour souffler, se reposer ou par négligence, comme je l'ai dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits technologiques ont un gros impact sur les enfants et on s'est rendu compte, notamment à travers des études de l'État, que, en réalité, énormément d'enfants avaient eu accès, jeunes, très jeunes parfois, au primaire, à des contenus à caractère pornographique. Sachant que si on devait comparer à mon époque, donc c'est-à-dire l'époque des années 90, pour avoir accès à un contenu pornographique, c'était très compliqué. Il y avait plusieurs barrières. Il y avait la barrière de la télévision, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un seul écran généralement pour la famille, il n'y avait pas d'ordinateur, et donc il fallait accéder à une télévision, déjà de 1. 2, il fallait peut-être accéder à un marchand de journaux qui vendait à l'époque en kiosque des contenus avec caractère pornographique. Il y avait une deuxième barrière, donc c'est très compliqué. Parfois, pour accéder à un contenu pornographique, était aussi compliqué que d'acheter des cigarettes ou acheter de l'alcool. Donc il y avait énormément de barrières. Sans parler des contenus à caractère pornographique, il y a aussi une problématique de groupe, c'est-à-dire les problématiques de cyberharcèlement. Notamment, le harcèlement a toujours existé. Il a toujours existé à l'école, enfin depuis que l'école existe, et même avant. Napoléon se faisait harceler, on l'appelait l'Apaillonné. Donc voilà, le harcèlement, c'est pas nouveau. En revanche, le cyberharcèlement entraîne une continuité du harcèlement, c'est-à-dire que Ça s'arrête plus à la sortie de l'école. non, ça continue, et c'est même parfois pire à la sortie de l'école. Donc, on se retrouve avec une nouvelle problématique, donc qui est par exemple sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes, à des problématiques de cyberharcèlement continu et à des suicides d'enfants ou d'adolescents. De la même manière, on a aussi cet effet je parlais effet de groupe, donc là, cyberharcèlement, mais il y a aussi, cumulé à cet effet de meute, ce que j'appellerais un effet de meute. C'est-à-dire qu'on se retrouve parce que le moyen existe, parce que le smartphone existe, parce que les réseaux existent, on se retrouve à un phénomène par exemple, de challenge sur les réseaux sociaux, avec TikTok, où on voit qu'il y avait une enfant de mémoire qui avait un peu plus de 10 ans, qui s'est suicidée parce qu'il y avait à cause d'un challenge à cause, ou plutôt, c'est pas un challenge qui l'a fait se suicider, mais plutôt, elle s'est suicidée dans le cadre d'un challenge. C'est-à-dire que c'est typiquement le jeu du foulard. Le jeu du foulard qui est, entre guillemets, un jeu qui existe depuis des décennies, dans les cours de récré, qui restait néanmoins très confidentiel et qui se faisait dans le cadre de la cour de récréation, et maintenant fait de manière autonome sur les réseaux sociaux, et donc à beaucoup plus grande échelle, pour entraîner les jeunes. Il y a cet effet de meute, cet effet de like, cet effet de groupe, et avec des réseaux qui, technologiquement, et ça, j'en ai encore discuté il n'y a pas très longtemps avec des confrères et des consoeurs, est créé et généré pour maximiser la dépendance, maximiser la sécrétion de dopamine
par les likes, par les commentaires, etc., de tous ces utilisateurs, qu'ils soient adultes ou qu'ils soient enfants. Et on peut imaginer, et c'est le cas, que des adultes ayant déjà des problématiques en matière de dépendance avec leur téléphone, avec les réseaux sociaux, etc., on ne peut même pas imaginer cette dépendance et l'impact que ça a sur des enfants. À tel point qu'à la suite de du suicide de cette jeune fille, de cet enfant en Italie, la CNIL italienne avait interdit à TikTok heu, mettre en service son application, et ce jusqu'à ce que, par exemple, elle s'assure plus précisément de l'âge de ses utilisateurs. Donc il y a de vrais enjeux. Là, je sais que je fais un peu une diatribe sur le sujet, mais au final, c'est un sujet qui est vraiment très, très complexe et qui a de multiples causes. Si je devais, si je devais prendre l'exemple de la diffusion du contenu, notamment, on peut regarder même à l'échelle des adultes. C'est demander à n'importe quel adulte de votre entourage pourquoi il poste sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pourquoi, par exemple, s'il poste une photo, pourquoi il poste cette photo? Ils vont vous dire: «Bah, parce que je l'aime bien». Et si tu l'aimes bien, pourquoi tu la partages? Il y a ça, il y a des fans de photos et cetera, qui ont des photos et cetera. Ça peut être des photos de paysages ou des photos d'eux. Si tu aimes cette photo, pourquoi tu la partages? Ben, ils vont dire: «Bah, parce que voilà, juste la partager, je m'en fous de la vie des autres». Mais l'action même de partager a un impact. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire quand même qu'on attend un retour, ça veut dire qu'on attend un like. Pourquoi? Et quand on a un like, ça sécrète de la dopamine. On est content de recevoir des likes, malgré tout. Si on n'a pas de like, à la limite, c'est pas grave, mais si on en a, on est content. Donc on va continuer à utiliser le réseau social. Pourquoi, d'après vous, je te le demande à toi, mais je demande aussi à l'audience, il y a eu des fonctionnalités qui sont demandées par la communauté depuis des années, qui n'ont pas été mises en place, et même occultées parfois? De quel type? Le bouton «J'aime pas». Le bouton «J'aime pas» n'a été implémenté nulle part, ni sur Facebook, Sur ni YouTube pendant un moment et puis ils l'ont enlevé? Ou exactement. bien ils Sur l'ont laissé YouTube, il était là à la base ouais et ils l'ont occulté. et je crois peut-être qu'il existe encore, mais que tu peux plus avoir le nombre de likes, Voilà, enfin de dislikes. voilà, donc c'était une fonctionnalité qui était là dès le début de YouTube, et donc ils l'ont au fur et à mesure occulté. C'est-à-dire que maintenant on peut y accéder, mais avec une application particulière, ou si on a un compte. On continue à les voir, mais il faut aller chercher. Mais maintenant, on regarde sur la plupart des plateformes, il n'y a pas de bouton dislike. Il n'y a que des boutons like. Pourquoi? Parce que le but, c'est de maintenir les utilisateurs sur les réseaux sociaux via toutes les fonctionnalités, via une interface ergonomique, via des algorithmes aussi. Et ça, c'est la vraie question des algorithmes. Et ça a un effet énorme sur les adultes. Et c'est là mon point. Mais aussi énormément sur les enfants. Hein, on le voit, les enfants, ils ont du mal en termes à contrôler leur addiction, à contrôler, par exemple, leurs instincts, entre guillemets. On le voit avec les bonbons. Hein, voilà, si on leur dit non, tu manges qu'un seul bonbon, bah, si on laisse le paquet de bonbons, on revient dans une heure, il n'y a plus de bonbons. Pourquoi? Parce que bah, ils ont difficilement à cet âge-là la capacité de se restreindre. De la même manière, essayez de retirer un téléphone portable à un enfant. Vous allez voir qu'il va faire une crise de larmes, mais pendant X temps, hein, X temps étant faisant référence au nombre, enfin, à l'addiction potentielle de Ouais, bien sûr. l'enfant au smartphone, mais c'est monstrueux. Donc, là, je parle des très jeunes enfants, mais quand c'est un peu plus jeune, c'est un peu plus diffus. Et on a une vraie addiction aux réseaux sociaux qui se fait. Et ça, le droit vient, là j'ai fait un peu l'exégèse de toutes les problématiques sociales, sociétales, technologiques, etc. Le politique y a répondu en créant du droit, et c'est ce droit qui vient un peu essayer de protéger les mineurs, pour notamment limiter l'accès au contenu sur les différents sites pornographiques, sur les différentes plateformes qui diffusent des contenus pornographiques. Je vais penser notamment à X, hein, parce que c'est la plus connue. Hein. Il y en a plein même qui disent, et c'est l'adage sur cette plateforme, ah, il y a encore des mecs qui se connectent sur les sites à caractère pornographique alors qu'ils ont juste allé sur Twitter. Donc, sur X, qui impose certaines restrictions pour pouvoir accéder à ces contenus pornographiques si le compte n'est pas vérifié, ou autre chose.
Il y a une tendance qui existe, c'est le sharenting, c'est-à-dire les parents qui partagent des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. C'est quoi les risques? Alors, le sharenting, c'est quelque chose qui est très vicieux. Qui est très vicieux, pourquoi? Parce que ça utilise surtout une méconnaissance des parents de l'implication de leurs actes. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la question précédente, qu'il y avait de grosses problématiques vis-à-vis des plateformes, notamment de gestion de contenu, de likes et d'éléments qui sont faits pour rendre addict. Parmi ces éléments, on va retrouver notamment, parmi ces plateformes, on va trouver notamment énormément de groupes, de gangs, je ne sais pas comment les appeler, de pédocriminels. De pédocriminels qui vont prendre des photos d'enfants, etc., soit pour enrichir leur base de données, tu vois. Deux, pour par exemple peut-être les mettre dans une IA et pouvoir justement transformer la photo pour un peu nourrir leur bas instinct. Ou trois, pire, parce que c'est possible de faire pire, pour localiser l'enfant et potentiellement le kidnapper. Ça existe. Le sharenting est souvent la source de ça. Pourquoi? Parce que comment les pédocriminels arrivent à faire ce que je viens de vous dire? Via les photos des enfants présents publiquement. On ne pense pas à mal. C'est-à-dire qu'on a envie de partager, on vient d'être père ou on vient d'être mère, on a envie de partager notre bonheur. Parfois, on vient d'être tante, hein, parce qu'il y a le sharenting, mais il y a Ouais, aussi les oncles, les tantes, ouais. toute la famille éloignée. On a envie de partager ce bonheur au monde entier. Et donc, on publie une photo de l'enfant, on publie une photo du bébé, etc. Sur le réseau, parfois même dans le bain, voilà, à la plage, en petite tenue de maillot de bain, etc. Et les problématiques que je vous ai citées précédemment peuvent arriver à partir de là. Ce qui est bien, entre guillemets, c'est qu'il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus grande de la part des parents. C'est-à-dire que maintenant, il y a toujours des posts qui se font sur les réseaux sociaux, mais le visage de l'enfant est flouté, mosaïqué. On met un gros smiley par-dessus, pour éviter justement d'identifier l'enfant et que son image soit utilisable. Donc ça, et ça, je remercie aussi les influenceurs, parce que souvent, c'est les influenceurs qui sont devenus parents qui ont aussi popularisé cette pratique et qui ont permis de la diffuser au sein des personnes concernées. Je dirais même que ça a beaucoup plus d'impact, malheureusement, même si la CNIL fait un travail formidable, et elle a fait un article d'ailleurs sur le sharenting, qui est aussi un travail formidable. Euh, Malheureusement, je pense que la plupart des parents ont eu le réflexe de flouter leurs enfants, non pas parce que la CNIL ou parce qu'un expert ou un conseil leur avait conseillé de ne pas le faire, mais par mimique et par des questions qui se sont posées après avoir vu des stars ou des influenceurs influents dans le milieu du numérique pratiquer justement ce floutage. Ils se sont posés des questions à ce moment-là. Ah, c'est vrai, pourquoi il floute son enfant, etc. On peut, Alors que c'est son métier de s'afficher. son Ouais. métier de s'afficher, etc. Oui, protection, bah oui, il a raison, etc. Et après, il y a une réplication de cette pratique. Donc, je remercie, c'est rare, hein, vous allez m'entendre, mais je remercie les influenceurs de ce côté-là, parce qu'effectivement, c'est maintenant, et vous pouvez le voir d'ailleurs dans les stories Instagram, sur les réseaux sociaux, etc., très souvent, vous allez avoir le visage, en tout cas, de l'enfant qui est occulté. Ce qui n'était pas le cas, et c'est une nouvelle pratique, hein, je ne blâme pas les parents qui postaient les photos de leur enfant à l'époque, parce qu'on a eu une vraie, comment dire, une vraie révolution, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avant, on avait des pédophiles sur les plages, entre guillemets, je prends l'exemple des pédophiles parce que c'est plus marquant, on avait des pédophiles sur les plages avec un caméscope. Voilà. C'était comme ça qu'ils faisaient pour avoir des images d'enfants. Maintenant, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ils n'ont que aller sur les réseaux sociaux. À l'époque, ça ne dérangeait personne d'envoyer des cassettes de leur enfant, par exemple, qui tombe ou qui fait une blague, etc., à vidéogag. On envoyait la cassette, etc., parce qu'on savait que ça n'allait pas être réutilisé, etc. Les images n'étaient pas forcément de bonne qualité. Voilà, il y avait pas mal. Hein. À l'époque, diffuser des photos, Internet n'existait pas, on n'avait pas à diffuser des photos sur une plateforme que tout le monde pourrait voir. Et donc, quand il y a eu ce basculement technologique,
effectivement, bah, les photos d'enfants, ça y allait, ça y allait, ça y allait. Les premières heures de Facebook, de différents réseaux sociaux, d'Instagram, et cetera. Même des youtubeurs qu'utilisaient, on l'a vu, il y a eu des affaires d'ailleurs sur le sujet, qu'utilisaient leurs enfants, dans le cadre de chaînes YouTube, hein, parfois, avec bonté, parfois avec malice. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et le share hunting a, selon moi, tendance à aller, dans le bon sens et j'avais discuté d'ailleurs avec, ce point avec un ingénieur de la CNIL. On avait dit aussi que, le share hunting pouvait être source pour les deepfakes aussi. Donc, deepfake qui est la possibilité de l'IA de générer, par exemple, un visage, sur un autre visage. Donc c'est par exemple, voilà, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, le point numéro 2 des actions des pédocriminels. C'est-à-dire par exemple, si, il y a un pédocriminel qui aime bien, le visage de votre enfant que vous voulez poster sur les réseaux sociaux, bah, il pourra prendre ce visage et le mettre sur le corps d'un autre enfant qui est nu, par exemple. Voilà. Donc, c'est typiquement, le pratiques qui sont de l'ordre du possible maintenant. Alors, on bascule maintenant, on parlait des parents, maintenant on va parler un peu des plateformes. Mmh. C'est quoi leur responsabilité envers les mineurs à ces plateformes? Elles ont une responsabilité. Mmh. euh, Quelle est-elle et est-ce qu'elles la respectent vraiment? Bah, grosso modo, c'est un peu ce que j'ai dit, en amont. Les plateformes, elles ont, l'obligation, de, faire appliquer leurs conditions générales, heu, envers, les personnes concernées. Donc, grosso modo, pour les mineurs, leur obligation, ça va être, de, pouvoir contrôler, si les personnes ont bien l'âge d'être sur leur plateforme et prendre les mesures adéquates si jamais, la personne se révèle ne pas avoir l'âge. Donc ça peut être des mesures, bah, ça peut être la suppression du compte, ça peut être des mesures de restriction d'accès par exemple, à, certains contenus, de restriction, d'interaction. La possibilité de ne pas avoir, de personnes qui s'abonnent à vous ou de s'abonner à certaines personnes, ce genre de choses. Donc ça peut être, par exemple, avoir un compte, qui est totalement, neutre et ça dépend réellement de ça en fait. C'est les mesures que va prendre la plateforme, à la constatation de cette minorité. Après, il y a d'autres mesures, qui sont liées notamment au DSA et au fait de notifier les contenus illicites. Il y a plein d'autres choses qui sont liées indirectement, mais directement aux mineurs, ça va être, ça. Après, il y a des plateformes qui, elles, sont et c'est particulièrement lié au contenu, notamment, pornographique, qui vont devoir contrôler plus strictement l'âge. Et la vraie question, ça va être comment, On contrôle? on contrôle l'âge? Donc on ne peut pas contrôler avec un simple age gate ou déclaratif du fait qu'on ait, plus de 18 ans. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionnait longtemps, en France avec les sites diffusant des contenus à caractère pornographique, mais ça a évolué depuis, 2020 et surtout depuis, l'application, de la loi, SRED et la modification, du code pénal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a, les plateformes diffusant du contenu à caractère pornographique ont la nécessité de mettre en place un moyen de vérifier l'âge, mais de vérifier certainement l'âge. Donc la question, c'est comment on vérifie certainement l'âge. Donc avant de dire ça, effectivement, ça a été très problématique pour les plateformes d'appliquer cette norme juridique, dans la mesure où, techniquement, c'est très compliqué de vérifier l'âge sur internet. Très, très compliqué. Il y a énormément de projets, notamment il y avait en Australie, il y avait eu, pas mal d'études aussi en France sur le sujet. Dans la mesure où il faut maintenir un équilibre entre la certitude d'un côté de la vérification de l'âge et de l'autre la protection de la vie privée et cette balance est très compliquée. Je Alors, Oui? pardon. Par exemple, tu es une plateforme et tu me demandes de valider mon âge. T'envoie le scan de ma pièce d'identité. C'est pas assez. C'est-à-dire que le souci de le scan de la pièce d'identité, déjà, il y en a plein qui ont démontré qu'en trouvant une pièce d'identité sur internet, heu, il suffisait de l'envoyer. Voilà. Donc ça, c'est le premier point négatif. Il suffit d'envoyer une pièce d'identité sur internet qu'on a trouvée sur internet et puis voilà, en sachant que sur le marché noir, actuellement, la copie, d'une pièce d'identité française, ça vaut, 90 €. Voilà. Et si on peut trouver un sample ou quelque chose qu'on a photoshopé, en admettant qu'il y ait des processus, qu'il y ait pas de processus, de détection de manipulation de l'image,
On peut imaginer qu'il suffit juste d'une carte basique qu'on a trouvée sur Internet pour pouvoir accéder via la photo d'une carte d'identité. Donc ça marche pas. Ça ne marche pas. Mais, deuxième problématique, admettons que la carte soit vraie. Admettons que la carte soit vraie. Là, on est dans une deuxième problématique aussi, la problématique on va créer une base de données de cartes d'identité pour une finalité qui est l'autorisation d'accéder à des contenus pornographiques. Donc ça veut dire que techniquement, on aurait une base de données, comme je vous ai dit, chaque photocopie de carte d'identité, ça vaut 90 €. Admettons, on a des milliers de données, de copies de pièces d'identité, parce que l'entreprise va être obligée de garder ces pièces d'identité pour pouvoir démontrer que vous aviez bien 18 ans, et il y a la preuve que vous avez bien 18 ans pour accéder à ces contenus. Donc on a potentiellement énormément de copies de pièces d'identité, qui donc une base de données qui est très chère. Hein, pour le coup, on disait une adresse mail, ça vaut combien? Ça vaut 1 €, etc. Là, on est sur, admettons, on a 1000 cartes d'identité, on est à 90 000 €. Déjà, ouais, ça commence à valoir, parce que c'est des vraies choses, c'est des vraies personnes. Et de un, la valeur pure de la base de données. De deux, on a un mode qui est bien connu des hackers, le chantage. Si vous savez avec certitude que telle personne a été consultée du contenu à caractère pornographique sur tel site, et si en plus après, si c'est une cyberattaque où vous allez pouvoir croiser avec le contenu qu'il a visionné, etc., vous avez moyen de faire chanter énormément de personnes. J'aimerais rappeler à ce titre l'affaire Ashley Madison. Rappelez-vous, Ashley Madison, c'était la plateforme de rencontres extra-conjugales américaine. Il y a un documentaire d'ailleurs très intéressant sur Netflix, hein, je vous invite à le regarder, je n'ai pas envie de faire la pub pour Netflix, mais il se trouve que le documentaire est très intéressant, qui a démontré que, après la fuite de données qu'il y a eu dans cette base de données d'Ashley Madison, donc de personnes qui, si dans ce site, il y avait toutes les personnes inscrites étaient inscrites sur pardon, si une personne se trouvait inscrite sur ce site, ça voulait dire in fine qu'elle était en relation adultérine, ou alors qu'il avait vocation à tromper sa femme ou son mari. Et donc la fuite de cette base de données a impliqué énormément de chantage, énormément aussi de vagues de divorce, de vagues de suicide aussi. Donc ça veut dire que si on met la main sur une base de données qui a de visiteurs de sites pornographiques, et qu'en plus on a la liste de ce qu'il a potentiellement regardé, on peut faire des ravages. Donc c'est pour ça que la carte d'identité n'est pas une bonne idée sur différents plans. Et c'est d'ailleurs pour ça que même si X a pris comme option, une de ces options, l'option carte d'identité, ce n'est pas une option qui est choisie, par exemple, pour les sites à caractère pornographique, diffusant des contenus à caractère pornographique. Pour les raisons que je vous ai évoquées, parce que ça créerait une base de données qui serait très vulnérable, voilà, enfin très attrayante, et ce serait problématique aussi. Est-ce qu'on a vraiment envie de donner ses cartes d'identité pour s'inscrire sur un site à caractère pornographique? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres pistes en cours? Bien sûr, mais il y a plus que des pistes. Il y a eu plusieurs débats. Il y a eu notamment le fait de pouvoir faire un paiement à zéro avec une Mastercard. Par exemple, pour avoir une Mastercard, il faut être majeur. Il faut être majeur, exactement. Et donc, si on fait un paiement à 0 €, ça montre qu'on est majeur. Ça, c'est une mesure qui est peu intrusive, effectivement. Mais, encore une fois, on peut prendre la carte d'identité de son père ou de sa mère. Voilà. On pourrait imaginer, et d'ailleurs, c'était une mesure qui était préconisée comme mesure temporaire, notamment pour les sites diffusant du contenu à caractère pornographique. On pourrait imaginer ça. Il y a eu la question aussi de la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, qui est une mesure qui est de plus en plus populaire. D'ailleurs, notamment, on avait des sujets sur le fait que les buralistes seraient munis de caméras pour pouvoir détecter si la personne est majeure ou mineure. Bon, là, on se pose plein de questions. Est-ce que c'est généré par IA? Est-ce que c'est basé sur un standard? Est-ce que c'est basé sur une base de données biométriques de référence comme les cartes d'identité? Il y a plein de questions qui se posent. Il y a plein de problématiques qui en découlent. Bon, la question de la reconnaissance faciale, pour moi, c'est aussi c'est quelque chose de problématique. C'est quelque chose de problématique technologiquement et aussi juridiquement. C'est un peu comme les tests osseux, hein. C'est comment vous voulez prouver. Il y a des gros débats actuellement en droit des étrangers sur le fait que les tests osseux prouvent la minorité ou la majorité. Alors, pour la reconnaissance faciale, bon, voilà, on peut se poser la question aussi, mais par exemple, X a mis en place comme deuxième option la reconnaissance faciale. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut
est-ce qu'on peut accepter que, par exemple, ces restrictions de X sont plutôt bonnes? Je vous ai montré qu'elles étaient totalement imparfaites. Mais dans leur imperfection, est-ce que ça ne permet pas déjà de faire un premier filtre et de décourager certains mineurs qui utiliseraient X? Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La méthode qui est actuellement préconisée par l'Arcom notamment, pour mettre en place sur les différents sites à caractère pornographique, c'est la notion de tiers. C'est-à-dire vous vous inscrivez auprès d'un tiers qui va anonymiser votre donnée et tout simplement donc vérifier votre majorité via différents points et anonymiser vos données. Et donc, à ce moment-là, au moment de la connexion, le site fera une vérification pour voir si vous êtes référencé dans cette base, sans vous connaître, sans recueillir votre identité, quoi que ce soit, je schématise. Mais ça permettra de vous connecter via donc, ce tiers qui anonymise vos données et votre connexion aux différents sites. C'est la mesure qui a été trouvée et qui a été jugée comme la plus respectueuse de la vie privée tout en garantissant une certaine véracité technologique de l'âge. Ce n'est pas une mauvaise mesure, mais d'un point de vue économique, c'est catastrophique pour les différents sites. Parce que là, imaginez le trafic, il baisse et personne ne va s'inscrire sur un site de tiers pour justement pouvoir accéder à un site de diffusion de contenu pédopornographique. Tout le monde, vous savez ce qu'il va faire, et ça tout le monde le dit, ils vont prendre un VPN, ils vont se connecter en Allemagne, en Angleterre, peu importe, en Belgique, n'importe quel autre pays du monde, pour pouvoir accéder au site de diffusion de contenu à caractère pornographique. Et puis voilà, quoi, ils seront anonymes comme d'habitude. Et ils ne seront pas référencés auprès d'une quelconque instance, ils n'auront pas envoyé une quelconque carte d'identité, ils vont juste payer le prix du VPN, qui va leur servir pour plein d'autres choses d'ailleurs. Et au final, c'est ce qui va se faire. Et pareil, on pourrait dire à ce moment-là, oui, les jeunes, ils peuvent utiliser le VPN, etc., les mineurs, etc. Oui, mais ça fait... Je reviens à ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que même s'il y a des contournements, que c'est imparfait, ça permet d'enchaîner les barrières et ça permet de restreindre, simplement comme les enfants dans les années 90. Il y a certains contenus ou algorithmes qui peuvent avoir des effets très nocifs, tu en parlais tout à l'heure, dépendance, Oui. harcèlement beaucoup, et cyberharcèlement, Oui. désinformation. Est-ce que le droit il a les moyens de protéger contre tout ça? Protection, non. C'est-à-dire que dans la notion de protection, ça veut dire que ça empêche de. Ça n'empêche pas. Donc il y a des moyens, comme on l'a vu un peu plus tôt, de supprimer les contenus dérangeants, des moyens d'action, entre guillemets, et plutôt d'action, je dirais plutôt de réaction. Mais des moyens préventifs, ça reste quand même très compliqué. Ça reste très compliqué parce que ça veut dire que on empêche la diffusion d'un contenu avant même qu'il soit déposé. Donc, de protection, non. De protection indirecte, en disant oui, il y a des sanctions, il y a des recours, etc. Donc, on ne va pas le faire. Oui, mais sauf quand on est enfant, on n'a pas la... Il y a l'âge de raison. On n'a pas la connaissance forcément de la portée de nos actes. Et un harceleur, voilà, il va harceler et il ne va pas se rendre compte que très souvent, si lui, il a dit quelque chose, il y a peut-être 1000 personnes qui ont dit cette même chose et ça constitue un harcèlement de masse. Là, on le voit d'ailleurs avec l'affaire en ce moment avec Brigitte Macron, où il y a pas mal de ces harceleurs, je crois qu'il y en a 10, que 10, bien, alors qu'il y en avait certainement beaucoup plus, certains de ces harceleurs qui sont devant les tribunaux. Voilà, donc... En fait, sur la protection, de la manière dont j'ai posé la question, en amont, parce que c'est là-dessus que tu rebondissais, le travail à faire, c'est plutôt des parents ou de l'éducation, etc., qui, eux, peuvent avoir un rôle, c'est-à-dire un parent peut empêcher l'accès au téléphone et donc diminuer les possibilités de cyberharcèlement, par exemple. Mais ce que tu dis, c'est que le droit en lui-même non, mais il n'y a pas ces moyens-là. Il n'y a rien qui vous empêche de... On va vous fournir des outils. Il y a des outils de contrôle parentaux, des énormément de choses. Mais si vous avez envie, en tant que parent, de montrer un film pornographique à votre enfant de 5 ans, il n'y a pas un policier qui va vous empêcher d'appuyer sur lecture. Si vous le faites, c'est répréhensible, etc. On le saura qu'après. Ça participera à un faisceau d'indices ou à une action contre vous, mais on ne peut pas vous empêcher de le faire. C'est-à-dire que si vous voulez donner un smartphone avec l'accès à Internet global à votre enfant de 6 ans, il n'y a personne qui va vous en empêcher.
Hein, quand vous achetez un iPhone, on ne vous demande pas c'est pour qui, est-ce que l'enfant est majeur, etc. Non. C'est des outils qui sont mis à votre disposition, contrôles parentaux, que ce soit sur la télévision, que ce soit sur le smartphone, l'ordinateur, etc., qui sont mis en place, des dispositifs de contrôle parentaux, qui sont parfois intégrés même de manière native sur les systèmes d'exploitation des différents outils. Et ça permet, après, libre à vous de les activer ou pas, d'être diligent ou pas. Donc en amont, compliqué. Compliqué. Après coup, donc imaginons qu'un mineur qui est victime de cyberharcèlement ou de revenge porn en ligne, quels sont les moyens de réagir face à ça? Ah, les moyens de réagir, Quels sont les droits concrets qui existent? juridiquement? Oui. Voilà. Donc, juridiquement, les moyens de réagir, ça va être, il y a des dispositions qui sont assez récentes, je crois, qui ont été mises en place par le gouvernement Attal, des dispositions récentes qui permettent de sanctionner le cyberharcèlement, dispositions pénales notamment, et qui le reconnaissent et qui permettent de sanctionner tout ce qui est cyberharcèlement. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, l'aspect plus protection des données, la possibilité pour le mineur de demander l'effacement des contenus, incluant des données à caractère personnel, le fait qu'il soit tagué, le fait qu'il y ait son image, etc. Énormément de choses. Donc, il y a plusieurs moyens, il y a d'autres moyens aussi, mais ça fait partie de ces moyens. Il y a des leviers qui sont souvent, malheureusement, inutiles. C'est-à-dire que, et surtout quand ça gagne en popularité, je vais prendre l'exemple de l'affaire Mila. Mila, elle a été déscolarisée. Elle a été déscolarisée malgré le fait qu'il y ait plusieurs de ses harceleurs qui se sont retrouvés devant les tribunaux. Ça n'a pas empêché alors qu'elle n'a pas fait de diffuser de contenu illégal, très provoquant certes, mais ce n'était pas illégal, elle a été déscolarisée. Donc, pour au final après cette vague de haine, qu'il n'y ait qu'une poignée de ces harceleurs qui a été condamnée à du sursis, si ma mémoire est bonne, bah, c'est logique en même temps quand on y demande, parce que pour une action qui est prise individuellement, très souvent ce sont des jeunes, donc primo-délinquants, la justice, avec des prisons pleines, elle ne va pas les mettre en prison. Il y avait eu, si ma mémoire est bonne, une affaire qui date de qui date de 2020, je crois que c'était l'été 2020, l'affaire Marvel Fitness, où effectivement il avait été condamné à de la prison ferme avec mandat de dépôt pour le cyberharcèlement d'une influenceuse qui s'appelait Aline Dessine. Mais c'était très rare et c'était un précédent. Une influenceuse, bien sûr, et aussi d'une consoeur, je crois que c'était Alice Bouvier, qui était aussi impliquée, qui était l'avocate d'ailleurs de Aline Dessine. Donc, il y avait eu un mandat de dépôt, mais c'était très rare et c'était quelque chose, déjà c'était une décision de première instance, et c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc un mandat de dépôt, prison ferme avec mandat de dépôt pour du cyberharcèlement, ça reste relativement rare à mon sens. Donc des sanctions, les sanctions restent peu dissuasives à mon sens, et on le voit même dans la mesure où il y a cette logique aussi de cyberharcèlement entre influenceurs eux-mêmes. Donc, il y a des clashs d'influenceurs, il y a des dramas, etc., avec des vagues de harcèlement qui vont de l'un vers l'autre. Je vais pas donner de nom, mais on a pu le voir cette année aussi avec Villebrequin, avec des vagues de harcèlement qui ont été de l'un envers l'autre et de l'autre envers l'un, qui n'ont pas été initiés par les influenceurs eux-mêmes, mais qui ont été initiés par Leurs fans, leur leur communauté. communauté ou autre. Et souvent, c'est une infime minorité de leur communauté. Mais ça reste quand même, à l'échelle d'une personne, ça reste quand même énorme. Et ça a des dommages énormes à la fois sur les influenceurs eux-mêmes et, comme ils l'ont dit, sur aussi leur entourage, que ce soit leurs familles proches ou leurs amis proches. Voilà. Et puis même plus récemment, avec, je crois, il y avait une affaire Elidia Fougou, où pareil, là, il y a des batailles rangées sur les réseaux sociaux, sur des allégations, des vidéos, etc. Et des communautés qui cyberharcèlent non seulement les influenceurs eux-mêmes, mais leurs connaissances, leur entourage proche, avec des spéculations qui sont faites, parfois, vu que ce sont des influenceurs qui ne sont pas forcément très populaires. On n'est pas, voilà, on est à 50 000 abonnés sur X, par exemple, mais après beaucoup plus sur TikTok et autres.
Et ça génère énormément de vagues de cyberharcèlement, etc. Donc ça peut être sur des mineurs, ça peut être sur des majeurs, ça peut être... et le droit, à l'heure actuelle, le mouvement étant des mouvements de masse, vraiment, à mon sens, ne répond pas réellement à cette problématique. Et juridiquement, ça reste très compliqué. Vous n'allez pas, quand il y a 50 000 personnes qui vont, enfin même 50 000, on va enlever, allez, sur une communauté de 100 000 personnes, il y a 1000 personnes qui vont envoyer un message à un influenceur parce qu'il y a un clash, etc. Vous allez faire quoi? Vous allez mettre les 1000 personnes devant la justice, 1000 personnes? Et ça, on pense qu'un clash à un moment T entre un influenceur et l'autre, que potentiellement il y aura 10 000 personnes qui ont fait la même chose dans un clash. Juridiquement, c'est très compliqué. Donc pour moi, la solution, elle ne pourrait être que technique. Donc ça pourrait être juridiquement, oui, mais juridiquement imposer des restrictions techniques, comme c'est par exemple le fait de notifier un contenu illicite, de mettre en place des mesures de restriction pour les mineurs, etc. On pourrait imaginer des contenus permettant de prévenir le cyberharcèlement euh, en amont, en mettant des dispositifs de technique, des dispositifs de filtre, des dispositifs peut-être d'occultation de certains commentaires, etc. Il y a X qui met à disposition certains outils, mais à mon avis, c'est perfectible, et même sur d'autres réseaux sociaux. C'est la solution est avant tout et juridico-technique, là, pour le coup, vraiment. On voit des mineurs interagir beaucoup évidemment avec l'IA Mmh. et notamment avec les IA génératives. Le problème, c'est que tu en parlais, quand tu es mineur, tu connais pas encore, tu n'as pas connaissance de tout, des risques notamment. Est-ce que le droit il est prêt pour ça, pour protéger ces mineurs qui interagissent avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent? Bah, bah, en réalité, le droit, il ne se pose pas vraiment la question directement de dispositifs d'IA. Déjà, il y a beaucoup de dispositifs d'IA qui peuvent être utilisés sans compte, voilà, sans besoin de créer de compte. Donc, à ce moment-là, tout à chacun peut utiliser des dispositifs d'IA. Et les problématiques des mineurs sur l'utilisation des IA, au final, c'est à peu près les mêmes que les adultes. C'est à peu près les mêmes que les adultes. Donc, c'est quel type de données on va créer, on va utiliser, quel prompt on va utiliser, où est-ce qu'elles sont transférées, comment ils utilisent les données. Il y a un contenu qui est généré et quelle utilisation on fait du contenu généré. Donc ça, c'est la grosse problématique, qui est une problématique générique à toutes les personnes concernées utilisant les dispositifs d'IA, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Là où il va y avoir une problématique qui est, selon moi, plus concentrée sur les mineurs, ça va être sur l'incitation. On l'a vu d'ailleurs, il y a des, je crois, des personnes qui se sont suicidées parce que l'IA avait dit se suicider, donc des personnes qui sont très vulnérables, ouvertes à la suggestion, etc. Il va y avoir des IA, il y a des IA génératives qui permettent de parler à des personnes décédées, par exemple, et donc ça va être des IA qui vont être utilisées d'une manière ou qui vont avoir pour objectif initial de générer un contenu qui est destiné à des personnes qui sont dans une situation d'une particulière vulnérabilité. Je parlais par exemple les IA où vous allez mettre l'intégralité des conversations que vous avez eues avec un proche qui est décédé pour pouvoir continuer à parler avec lui. C'est typiquement une IA qui est conçue pour des personnes qui sont d'une certaine détresse émotionnelle. Donc, avec un contenu qui peut être très impactant. De la même manière, si c'est une IA générique type ChatGPT, Mistral, Grok, etc., il peut y avoir des, si on a un prompt, bah, par exemple, typiquement, je vais prendre le même exemple de la personne décédée, s'il y a un prompt qui est utilisé en RAG, c'est-à-dire en ajoutant la base de données des messages échangés avec une personne et qu'on fait un prompt pour dire que cette personne doit incarner un certain rôle ou pas, peut être utilisé de cette manière-là. De la même manière, si jamais on a envie de se confier à une IA, parce qu'on n'a personne à qui se confier, parce qu'on est seul ou parce que on a l'impression, et c'est une impression qui est toute adolescente et toute enfantine, que personne ne nous comprend, et cetera. Je ne dis pas que les adultes ne veulent pas avoir ce sentiment, entendons-nous bien, mais c'est plus courant en tout cas chez les adolescents et les enfants. Bah, justement, aller vers une IA pour pouvoir, comme un journal intime, un petit peu, pour pouvoir parler, puis pour pouvoir discuter. Donc là, à ce moment-là, il y a des garde-fous qui sont mis généralement par les fournisseurs d'IA eux-mêmes, pour éviter que l'IA donne des conseils ou éviter que l'IA donne des instructions illicites ou qui peuvent impacter
l'intégrité, en tout cas physique ou mentale, Des de la utilisateurs. personne et donc de l'enfant. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment, vraiment attention et effectivement, si la peur de l'IA n'est pas en réalité du fournisseur d'IA n'est pas, je dirais pas n'est pas vraiment la sanction, quoique aux États-Unis ça pourrait l'être, hein, n'est pas vraiment la sanction, judiciaire, mais plus le bad buzz qui est généré, du fait qu'un enfant qui est mort parce que, il a conseillé de se suicider, par exemple. Ou ce qu'il a dit a mal été interprété par l'enfant. C'est pour ça que d'ailleurs, dès que vous, demandez un conseil médical, un conseil juridique ou autre, à une IA, il dit bien entendu quasi systématiquement: «Allez voir un professionnel, voilà, c'est pas sûr, allez voir un professionnel, qui, va certifier et qui va avoir une réponse qui est beaucoup plus sécurisée et adaptée, à votre demande». Si tu devais résumer, quels seraient les 3 grands principes à retenir pour mieux protéger les mineurs en ligne? Alors je dirais le premier er c'est, prévention, sensibilisation. OK. Donc voilà, c'est, tout simplement ce que fait la CNIL, hein, des diffusions d'articles, les influenceurs qui diffusent certaines pratiques, notamment, en occultant le visage, de leur enfant. La popularisation de certaines thématiques, que ce soit à la télévision, que ce soit sur les réseaux et cetera, pour justement protéger les enfants et leur dire que, des groupes, de pédocriminels œuvrent sur les plateformes mêmes qu'ils utilisent et ils utilisent des noms de code, ils utilisent, des moyens justement pour accéder aux images de vos enfants et à vos coordonnées pour potentiellement aller plus loin. Donc ça, il faut que les personnes aient conscience de ça, ils n'en ont pas forcément, conscience. Donc le premier point, c'est vraiment la prévention, sensibilisation. Donc déjà là, on a réglé une très bonne partie du problème. Le 2e point, c'est technologie. C'est la technologie, c'est ce que je disais, hein, c'est, tout simplement, mettre en place, les mesures technologiques qui permettent aux parents, notamment par exemple de mettre en place un contrôle, un filtre de parentalité, un contrôle de parentalité et cetera, de permettre de contrôler, ce que les enfants, voient et ce qu'ils ne doivent, pas voir, de permettre de notifier, de permettre de supprimer, certains éléments. Donc c'est des fonctionnalités qui doivent être mises en place par les fournisseurs, que ce soit de hardware ou de software, pour permettre aux utilisateurs, donc aux enfants et aux parents, de, se protéger le plus efficacement. Donc ça, c'est technologique. Et le troisième, c'est juridique, c'est le droit. C'est-à-dire que très souvent, les 2, sensibilisation et Technique. technologie, ne sont pas, des éléments qui coulent de source, ne sont pas des éléments qui sont faits spontanément, mais découlent du droit. Donc c'est soit imposé, aux plateformes elles-mêmes, soit, imposé aux constructeurs de hardware pour, justement, protéger les enfants. Je te propose un petit cas pratique. Donc tu Mmh. me dis est-ce que c'est oui ou non ou plus compliqué que ça, ou à risque, et cetera. Mmh. Premier cas, une école publie sur Instagram la photo d'une classe d'enfants sans l'autorisation des parents. Non. Une application enregistre la voix des enfants pour améliorer l'expérience et donc fait des analyses sur la voix, sur le contenu de ce qui est dit par les enfants et sans avoir demandé au préalable le consentement de. Non. Des parents publient une vidéo de leur enfant qu'on voit vraiment face caméra, donc le visage n'est pas flouté, et cette vidéo devient virale. Publiée sur un réseau ouvert. Oui, mais je le conseillerais pas. Je le dérecommanderais même. Euh, un mineur raconte son harcèlement scolaire sur un forum public. Oui. Une fausse vidéo circule mettant un élève dans une situation compromettante. Non. Et des mineurs échangent librement avec des inconnus sur un chat vocal dans un jeu. Oui, non, à risque, plus compliqué. Ah bah, à risque, ça, certainement. Toutes les interactions, qu'ont les mineurs, dans le numérique, sont à risque par définition et toutes les questions, dites précédemment sont bien évidemment à risque. Donc mais là après, ça dépend quel jeu. Si tu me dis, c'est GTA, je vais dire non. Si tu me dis, c'est, je Un sais jeu pour pas, enfants.
Oui, Adibou avec un chat vocal, je dirais, bah, je dirais Moins un oui, je risque. dirais moins un risque, je dirais oui, mais moi, dans la mesure où ça respecterait les conditions, justement, du jeu. Mais moins et très certainement beaucoup moins un risque. Quoique, si on y réfléchit, un pédocriminel, techniquement, il a plus de chances de se retrouver sur des lieux où il y a beaucoup d'enfants et donc plus sur des jeux comme Adibou que sur des jeux comme GTA ou Red Dead Redemption. Alors pour terminer, une dernière question, une avant-dernière question, je devrais dire. Est-ce que tu crois que le droit rattrapera un jour la vitesse du numérique? Le droit court toujours, après le numérique, même si on essaye d'être un peu, avant-gardiste, on essaye d'anticiper et cetera. On le voit avec l'IA Act, hein, qui est une réglementation produit qui est, très large en réalité et qui, voit loin, à la fois en termes de hardware et de software. Mais, même si, on voit loin, on aura toujours, des innovations qui interviendront ou qui seront utilisées, de manière, non prévue. Non prévue et donc le droit devra s'adapter à la société et devra y répondre. Alors on dit que le droit, qu'est-ce qui s'adapte, en premier? Est-ce que c'est le droit qui encadre l'économie ou c'est l'économie qui encadre, le droit? Peu importe, non, le droit suit et le droit encadre, peu importe ce qu'il y a avant et ça a des conséquences qui peuvent même réencadrer après. Mais le droit suivra toujours, de toute manière. Enfin, comment est-ce que le cabinet intervient? Comment est-ce que toi et les équipes du pôle data interviennent sur ce type de problématique? En fait, toutes les problématiques, de manière générale, nécessitent, une intervention personnalisée. Donc, on n'a pas de modèle, on n'a pas de boucle qu'on doit respecter, de process prédéfinis, en fonction, des clients. On va faire de l'artisanat en réalité, c'est-à-dire qu'on va, discuter avec, le client et programmer, un programme, des livrables, des solutions qui sont adaptées à sa situation. Donc ça demande plus de temps, ça demande, plus d'investissement, mais c'est la seule vraie réponse qu'on a, pour, des clients et dans un milieu aussi innovant, que le nôtre, on ne peut pas avoir des réponses qui sont génériques. On ne peut avoir que des réponses qui sont très, personnalisées. Merci Gaël. Merci à toi.